Salut à tous, c'est la Psychiatre Zinzin. Aujourd'hui, je voulais aborder quelques questions au sujet des antidépresseurs. Tout d'abord, pour répondre à plusieurs commentaires qui ont été faits, je voulais faire une mise au point sur antidépresseurs et risques suicidaires. Parce qu'il y a malheureusement des gens qui se sont suicidés peu après la prise d'un antidépresseur et donc leur suicide a été imputé à l'antidépresseur. Ce risque suicidaire peut exister effectivement dans cette fameuse phase d'adaptation de délai d'efficacité, c'est-à-dire dans les 3 premières semaines environ. Pourquoi il y a ce risque suicidaire? Eh bien, tout simplement parce que l'antidépresseur est efficace d'abord sur les aspects physiques de la dépression, notamment le ralentissement moteur, avant d'être efficace sur le moral, les idées noires et les idées donc suicidaires. Donc par exemple, prenons une personne qui a une dépression sévère avec des idées suicidaires et qui, du fait de sa dépression, se sent totalement incapable de mettre en acte ses idées suicidaires. Eh bien là, avec le traitement, il va y avoir ce qu'on appelle une levée de l'inhibition psychomotrice, c'est-à-dire que la personne va de nouveau sentir l'énergie pour passer à l'acte et ses idées suicidaires sont toujours là. C'est très problématique et c'est surtout le cas chez les personnes jeunes. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé des adolescents et du fait qu'il ne faudrait pas leur prescrire des antidépresseurs, alors qu'en fait, les adolescents peuvent aussi souffrir de dépression sévère qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques puisqu'ils sont en pleine période d'insertion sociale, professionnelle, etc. Et donc, c'est très important de soigner la dépression des adolescents. Pour éviter ce risque suicidaire, il faut que l'antidépresseur soit bien prescrit et par une personne qui a les compétences nécessaires pour le faire correctement. Le médecin qui prescrit l'antidépresseur est censé savoir évaluer le risque suicidaire. Parfois, dans une dépression, il n'y a pas de risque suicidaire. Parfois, le risque suicidaire est faible. Parfois, le risque est modéré. Parfois, important. Si le risque suicidaire est modéré, on va pouvoir, par exemple, prescrire des anxiolytiques pendant la phase d'adaptation pour diminuer la charge d'angoisse et les idées suicidaires en attendant l'efficacité de l'antidépresseur. On va aussi contacter l'entourage en demandant à l'entourage d'être particulièrement présent auprès du patient. On va demander au patient de revenir en consultation dans 48 heures, dans 3 jours. Enfin, en tout cas, on va faire une surveillance étroite au début du traitement pour réévaluer tout le temps ce risque suicidaire. Et surtout, il faut que le patient sente qu'il y a un lien entre lui et le médecin, un lien de confiance qui va faire que il va... Dans les cas où le risque suicidaire est élevé, on propose souvent une hospitalisation. L'hospitalisation, elle a plusieurs buts. Déjà que le patient ne soit pas seul, qu'il soit en contact avec des soignants en permanence s'il ne va pas bien, qu'il soit surveillé, évidemment, qu'il n'ait pas accès aux moyens de se suicider. Et voilà, donc ce risque suicidaire, il existe, mais dans des conditions de bonne prescription, il devrait être évitable dans l'immense majorité des cas. Après, évidemment, on n'est pas tout puissant, il y a des suicides qu'on ne peut pas éviter. Il y a même des suicides à l'hôpital, je veux dire. Donc, on ne peut pas tout contrôler et malheureusement, ça arrive. Ensuite, du moment que cette phase d'adaptation est passée et que l'antidépresseur est efficace, eh bien, l'antidépresseur est en fait extrêmement efficace pour lutter contre les idées suicidaires, pour éviter les suicides et il sauve tous les ans des milliers de personnes. Alors le suicide en France, c'est quand même encore très problématique. Il y a 10 000 personnes qui se suicident en France chaque année. Et il y a 200 000 tentatives de suicide par an. C'est quand même énorme. Alors on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'en France, nous sommes les premiers consommateurs de psychotropes et que nous ayons quand même encore 10 000 suicides par an? C'est que ça ne doit pas du tout fonctionner, les antidépresseurs.
Alors, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, dans les chiffres, quand on dit qu'on est les premiers consommateurs de psychotropes, ça comprend les antidépresseurs, les anxiolytiques, les neuroleptiques, les stabilisants de l'humeur, etc., etc. Donc, on ne parle pas du tout des antidépresseurs. Ensuite, il faut savoir que les antidépresseurs en France sont mal prescrits. Le gros problème qu'on a dans la prescription des antidépresseurs, c'est que ce sont souvent les médecins généralistes qui sont en première ligne et qui prescrivent donc les antidépresseurs. Alors, il y a des médecins généralistes qui sont super intéressés par la psychiatrie et qui savent bien évaluer la nécessité ou non d'une prescription d'antidépresseurs, qui savent évaluer un risque suicidaire, etc. Il y en a qui sont moins sensibilisés. Après, c'est pas leur job. Ils ne sont pas suffisamment formés pour assumer cette responsabilité. Après, le problème, c'est que dans la grande majorité des cas, si le médecin généraliste veut adresser son patient chez un psychiatre, alors souvent le patient refuse en disant « Docteur, je ne suis pas fou, vous n'allez quand même pas m'envoyer chez le psychiatre » ou alors le psychiatre est inaccessible parce que le premier rendez-vous chez un psychiatre est dans 2 ou 3 mois. Quand on est en dépression, on n'a pas le temps d'attendre 2 ou 3 mois avant d'être traité. Et pourtant, il faut savoir que la France est l'un des pays d'Europe qui dispose du plus grand nombre de psychiatres rapporté au nombre d'habitants. Donc, comment ça se fait qu'il faille attendre si longtemps pour voir un psychiatre? Alors moi, parfois, j'entends parler de patients qui sont suivis 1 fois par semaine par leur psychiatre depuis plusieurs années. Et je trouve ça totalement anormal. Je vois pas qu'est-ce qui justifie une consultation par semaine au bout de plusieurs années. Voilà. C'est pas pour faire du fric qui continuent de voir leurs patients 1 fois par semaine. Il faut savoir qu'un jeune psychiatre qui s'installe en cabinet, en 2 semaines, son agenda, il est plein à craquer. Donc ce n'est pas le manque de travail qui fait que les psychiatres qui font ça continuent à avoir leurs patients sur un rythme aussi soutenu. C'est plutôt qu'ils ont une orientation idéologique au sujet de la psychothérapie qu'il fait qu'ils trouvent, eux, fondé le fait de voir le patient 1 fois par semaine. Pour être clair, ce sont les psychiatres psychanalystes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'antidépresseurs qui sont prescrits à des gens qui finalement n'auraient pas besoin d'un antidépresseur, qui auraient besoin simplement peut-être d'une psychothérapie. Le problème, c'est que comme les psychothérapies ne sont pas remboursées en France, ce qui est une aberration, eh bien, les gens souvent n'ont pas les moyens d'accéder aux psychothérapies. C'est en train d'être un petit peu testé dans plusieurs départements. J'espère vraiment que bientôt les psychothérapies seront remboursées. Voilà. Ensuite, il y a des gens qui sont en dépression sévère depuis des années et qui arrivent chez le psychiatre au bout de parfois 15 ans de psychothérapie. Ils n'ont pas du tout pu avancer véritablement dans leur psychothérapie à cause de la dépression. Et c'est vraiment tellement dommage. On pense au temps qu'ils ont perdu, aux dégâts collatéraux familiaux, professionnels, etc. C'est vraiment terrible qu'il y ait beaucoup encore de dépressions sévères qui ne sont pas traitées. La psychothérapie exige un effort cognitif que la personne en dépression sévère est incapable de fournir. Donc il vaut mieux prendre le traitement d'abord, attendre un petit mois qu'il soit efficace et ensuite entreprendre une psychothérapie. Donc on peut considérer qu'en France, la dépression est sous-traitée. Ce qu'il y a aussi de terrible, c'est la surprescription d'anxiolytiques à la place d'un antidépresseur. Combien de fois je vois arriver des gens, notamment des personnes âgées, qui prennent 2 barrettes de Lexomil par jour depuis 20 ans. Voilà. Pour un trouble anxieux généralisé, par exemple, ou une dépression. Un antidépresseur correctement prescrit aurait permis à ces personnes d'aller beaucoup mieux et de se passer du Lexomil. Enfin, du fait qu'on n'arrive pas encore à détaboutiser la psychiatrie et les maladies psychiques dans leur ensemble, eh bien, on n'arrive pas à former correctement, à éduquer les gens au sujet de tout ça, et on continue à faire n'importe quoi. Je voulais dire aussi que les antidépresseurs ne soignent pas que la dépression, ils soignent aussi les troubles anxieux, ils sont très efficaces. Les troubles anxieux, c'est l'anxiété généralisée. Bon, l'anxiété généralisée, c'est le fait d'avoir
d'être tout le temps inquiet pour un peu tout. Il y a aussi les phobies, alors l'agoraphobie, la phobie sociale, les troubles obsessionnels compulsifs, qu'on appelle les TOC. Eh bien, les antidépresseurs sont très efficaces pour améliorer les souffrances de ces personnes. Alors, une question souvent posée, peut-on boire de l'alcool quand on prend un antidépresseur? Parce que des gens qui se disent « Non, mais je ne vais pas prendre un antidépresseur. Si je ne peux pas boire mon petit apéro de temps en temps ou mon petit verre de vin, je ne vais pas prendre un antidépresseur. » Mais non, on peut très bien boire son petit verre de vin ou son apéro de temps en temps quand on prend un antidépresseur. Le seul truc, c'est que si on boit énormément, eh bien au niveau des neurotransmetteurs, ça va tout déstabiliser et qu'en fait, l'antidépresseur ne sera pas efficace. Voilà. Peut-on prendre un antidépresseur pendant la grossesse et pendant l'allaitement? Oui, il y a beaucoup d'antidépresseurs qui ont montré leur innocuité pour le fœtus. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à visiter le site internet du CRAT, C-R-A-T, Centre de référence sur les agents tératogènes, qui est un organisme dont le financement est indépendant des laboratoires pharmaceutiques. Par exemple, si on a un antidépresseur au long terme et qu'on a un projet de grossesse, chaque cas est unique. Il faut évaluer la nécessité de la poursuite du traitement antidépresseur. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est nettement préférable d'avoir une grossesse sereine sous antidépresseur pour le fœtus et pour la mère que de faire une grossesse en dépression. Ce qui est néfaste pour la mère et pour le fœtus aussi, via l'hypersécrétion de cortisol, etc. La dépression entraîne d'ailleurs des risques de prématurité, de petit poids et de fausses couches supérieurs à la norme. Alors, je voulais aussi répondre au fait qu'on dise parfois que l'état de bien-être sous antidépresseur est un état artificiel. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, l'état de bien-être avec un antidépresseur, c'est juste vous, tel que vous êtes, votre personnalité, si vous vous êtes libéré de l'angoisse et des symptômes de la dépression. Donc, c'est juste vous, voilà. Alors que la dépression vous met dans un état où vous n'êtes pas vous-même et vous empêche totalement de vous réaliser. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de dire à un diabétique qui est sous insuline parce que son pancréas ne fabrique pas suffisamment d'insuline, est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux de lui dire non mais ton état de bonne santé avec ton insuline, là, c'est pas ton état normal, ça c'est artificiel. En fait, ton état normal, ce serait que tes artères soient complètement fusillées par une glycémie à 3 grammes par litre. Alors, je sais bien qu'on n'arrive pas encore à se mettre dans l'idée que le système nerveux et l'appareil psychique qu'on appelle est un organe comme les autres. Pourtant, on ne croit plus beaucoup à l'existence de l'âme. On ne croit pas beaucoup à l'existence de la conscience hors du support neuronal. On est vraiment dans une ère scientifique plutôt matérialiste. Donc on devrait pouvoir accepter beaucoup plus facilement que nos émotions, que nos pensées sont complètement liées à des histoires de biologie. Je pense qu'au fond de nous, on a quand même bien envie de penser qu'on a une âme, peut-être. Peut-être, hein, et j'ai espoir que la conscience puisse exister en dehors du support neuronal, mais en tout cas, ici-bas, nous sommes quand même très dépendants de la biologie. Alors évidemment, je ne dis pas qu'on n'a pas de libre arbitre, mais quand on est en dépression, quand le système nerveux est malade, là non, on n'a pas de libre arbitre. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille vraiment ce livre qui est écrit par deux psychiatres, Dr David Gourion et Dr Adeline Gaillard. Ce livre est vraiment très bien écrit, de manière très simple et très abordable, et il aborde vraiment toutes les questions que se pose le public au sujet des antidépresseurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. À bientôt.